Et je suis malade. La température interne du corps de Samy est de 40 degrés. Une fois par an, c'est comme ça. Je tourne une vidéo en étant malade. Mais en général, elles sont pas mal ces vidéos. Donc, ma théorie s'arrête là. J'avais pas. Tu sais, des fois, quand tu commences une phrase et tu sais pas où tu vas. Salut l'équipe, c'est Samy pour Average Esports News, j'espère que vous avez la pêche. Nous sommes aujourd'hui à la fin du premier quart de la saison NBA. J'imagine 4 cartons, on est à la fin du premier carton. Après une vingtaine de matchs pour chaque équipe, on se retrouve avec un paquet d'informations à digérer. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais pas traiter toutes les équipes, mais reste assis. Alors ce que je crie sur tous les toits à propos de la NBA quand on me pose des questions, c'est que la saison elle est longue. C'est une longue saison et 82 matchs les gars. Il faut pas surréagir au début. Et on sait que les vraies grosses équipes, elles se mettent à jouer sérieusement qu'après le All-Star Game. Golden State, ils en ont rien à faire de ce début de saison. Mais quand même, on va pas mettre de côté ce carton de la saison. Il y a des infos à digérer et il y a des infos intéressantes. Souvent dans une saison NBA, le haut du tableau se définit très tôt. Dans le premier quart de la saison, vous pouvez voir des choses. Par exemple à l'Est, on voit Milwaukee prendre de l'avance. Par contre à l'Ouest, c'est la guerre civile. Et ils sont tous entre le premier et le 10e à peu près au même nombre de victoires. 16 pour les Nuggets, 16 pour les Clippers, 15 pour le Thunder, 16 pour les Warriors, 14 pour les Lakers, 13 pour les Grizzlies. C'est super serré à l'ouest. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous parler des choses qui m'ont agréablement ou désagréablement surpris dans cette saison NBA. En tout cas, dans ce début de saison. Bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qui vous a étonné dans cette saison NBA. Parce qu'on regarde le basketball différemment. On est parti pour vous parler des mauvaises surprises. Parce que les mauvaises surprises, c'est les surprises qu'on voit le plus. C'est remarquable quand quelque chose de pas bien se passe pas bien. On démarre par les Houston Rockets qui étaient, avec les Warriors, des grands favoris de cette conférence ouest et qui galèrent un petit peu en sortant de cette intersaison. Avec un bilan de 11 victoires et 11 défaites au moment où je tourne cette vidéo, on s'attendait pas à ce bilan après un quart-temps de la saison NBA. Le défaut des Rockets n'est pas dur à trouver. Avoue, tu kiffes le nouvel habillage. Avoue, tu kiffes, nouveau logo, nouvelle charte graphique. Donc du coup, Mike D'Antoni a dit lui-même, évidemment notre profondeur est un problème. Je sais que nos managers essayent d'améliorer la situation. Ils vont faire du mieux qu'ils peuvent, je ne pointe personne du doigt, c'est juste la situation. Les Rockets sont aujourd'hui 27e en points inscrits par leur banc. Ils sont aussi 27e en shoot tenté par leur banc. Et ils sont derniers en passes décisives inscrites dans un match par leur banc. Ça veut dire que quand James Harden, Chris Paul et Clint Capella ils sont pas sur le terrain, c'est Tchernobyl, il n'y a rien, no man's land. Que dalle, vraiment absolument zéro. Bon, il manque de profondeur parce que la saison s'est pas passée comme prévu. Ils n'avaient pas prévu que Carmelo Anthony allait être à ce point inapte et impossible. Ils espéraient que Chris Paul soit un petit peu en meilleure santé. Ils espéraient que Néné soit aussi en meilleure santé et ne manque pas beaucoup de matchs. Ça fait 3 joueurs importants et avec la perte de Ariza, ça fait du monde qui manque. C'est pour ça que tu vois Mike D'Antoni qui balance des joueurs qui ont un nom sorti de nulle part parce que c'est des joueurs de G-League. Je pense que les Rockets ne vont faire que de progresser durant la saison. Il est encore trop tôt et ils sont encore trop proches du haut de la poule pour ne pas faire les playoffs. Et oui, si James Harden et Chris Paul sont encore sur le terrain et que Chris Paul joue un petit peu plus de matchs qu'il manque, j'ai confiance en James Harden. Je pense qu'ils s'en sortiront et qu'ils resteront au moins dans le top 4 à l'ouest. Passons à la deuxième déception de cette année. Encore un favori, encore une déception. À Boston, on se retrouve avec une équipe avec 3 joueurs sur le terrain qui peuvent scorer 30 points sur n'importe quelle soirée. On parle de Kyrie Irving, Gordon Hayward et Jason Tatum. Mais du coup, ça travaille pas bien ensemble. Ils se disent ok, ce soir c'est toi, ce soir c'est toi, mais c'est pas une équipe, une collection de talents qui scorent ensemble. Bien sûr, je mets la faute sur plusieurs personnes pour ça. Du coup, je vais mettre une majeure partie de la faute sur Brad Stevens et le coaching staff des Celtics. Ils avaient beaucoup de temps pendant cette intersaison pour penser comment réintégrer Gordon Hayward et Kyrie Irving. Ils connaissaient la collection de talents qu'ils avaient. Tu peux démarrer doucement, tu peux pas démarrer doucement sur 20 matchs. Le problème n'est absolument pas du côté défensif. Les Celtics sont absolument géniaux défensivement. Ils sont 2e en defensive rating, 5e en points encaissés et 4e en pourcentage à 3 points de l'équipe adverse. C'est génial. Le problème, c'est offensivement. L'offensive rating, 20e en NBA. Le nombre de lancers francs tentés, ils sont 29e en NBA. C'est pas possible, tu as besoin de prendre ces points gratuits. Et ça n'aide pas que Kyrie, Jason Tatum, Terry Rozier et Jaylen Brown, tous les 4, ils ont une baisse dans leur pourcentage au tir. Mais donc du coup, ça me donne confiance en les Celtics. Parce que la défense, c'est la partie la plus dure à forger durant une saison. Si ces 4 joueurs ont un pourcentage au tir qui est plus bas que d'habitude, ça veut dire qu'ils peuvent reprendre cette main chaude. Ça veut dire qu'ils peuvent réapprendre à jouer ensemble. C'est la partie la plus
simple. C'est pas possible de dire simple en NBA, mais tu vois ce que je veux dire. C'est la partie la plus abordable à reconstruire pendant une saison NBA selon moi. Du coup, pour trouver une troisième équipe qui déçoit cette saison, j'ai eu un peu de mal parce que j'ai pas focusé sur les équipes qui déçoivent. Et entre Houston et les Celtics qui déçoivent vraiment et le reste, j'ai pas une équipe qui me déçoit au même niveau. Mais on peut parler des Wizards. Les Wizards, en vrai, je m'y attendais. On sait ce qu'ils valent et la formule ne change pas. Et j'ai cette impression que John Wall est un poil moins explosif. Et ça, c'est une partie très importante de son jeu, le premier pas. John Wall, ça fait 9 ans qu'il est en NBA et j'ai pas envie d'attaquer les fans de John Wall. Je sais que quand je l'ai fait avec les fans de Russell Westbrook, ça m'a pas réussi. Quand t'es un meneur athlétique en NBA et que t'as du mal au shoot, eh ben, une équipe qui te sélectionne, elle prend le pari que tu vas peut-être t'améliorer au shoot. Michael Jordan s'est amélioré au shoot pendant sa carrière, LeBron James aussi. Je ne compare pas John Wall à ces deux joueurs, mais c'est pour vous donner deux exemples que vous connaissez. Et après 9 ans en NBA, John Wall c'est 36% au tir à mi-distance et 33% à 3 points. Et si je le pointe du doigt en particulier lui, c'est parce que les Wizards étaient meilleurs l'an dernier quand ils n'étaient pas sur le terrain. Le ballon tournait beaucoup plus, leurs stats de passes décisives, leurs stats d'offensive rating augmentaient. Et quand tu as un contrat qui va te payer 20 millions cette année, 37 millions l'année prochaine, 40 millions l'année d'après, 43 millions l'année d'après et 46 millions l'année d'après, ça fait beaucoup de cash. Et c'est pour ça qu'on entend très peu d'équipes se bousculer pour pourquoi pas échanger John Wall. On entend beaucoup plus de monde qui court après un Bradley Beal. Et ça, je comprends. Maintenant, passons aux bonnes surprises. J'en ai deux en particulier et une troisième que je vais citer. C'est pareil. Et bon, du coup, les bonnes surprises, ça veut dire que je m'attendais à pas grand chose. Ou je m'attendais à moins. Et du coup, je l'ai peut-être dit avant. Et du coup, les fans de ces équipes, maintenant, ils s'attendent à une excuse. Ils s'attendent à un mea culpa. Dans toutes les carrières d'analyse sportive, il y a des erreurs. On croyait que Greg Oden était le prochain Shaq. On croyait que Jamarcus Russell serait le prochain John Elway. Ça arrive. Pour commencer, on va parler des Milwaukee Bucks qui sont en train de dominer à l'Est. C'est pas Giannis Antetokounmpo qui m'a surpris. Je m'attendais qu'il soit dans la course au MVP et aujourd'hui, il est leader dans cette course. Ce qui m'étonne, c'est que le coaching de Budenholzer qu'il avait amené de chez les Hawks en 2015, et ben, il fonctionne avec cet effectif des Milwaukee Bucks. On voit une équipe confiante, efficace, le ballon tourne, c'est pas les mêmes Bucks de l'an dernier. Ils marquent le plus de points par match avec 121 points inscrits par match. Et je croyais jamais le dire, mais ils sont numéro 1 en points marqués à 3 points. Et je croyais jamais le dire, mais ils sont numéro 1 en panier marqué à 3 points. Avec Malcolm Brogdon, Brook Lopez, Chris Middleton, Ersan Ilyasova, Tony Snell, Eric Bledsoe, tous ces joueurs sont à 35% à 3 points. Et une équipe de shooters, ils sont tous au-dessus de John Wall à 3 points. Ouais, j'arrête avec John Wall. C'est cette même équipe qui était 22e à 3 points l'an dernier. Défensivement, ils sont 6e au pourcentage du tir de l'équipe d'en face. Une équipe qui a du talent, qui exécute, qui a un bon coaching. J'aimerais voir Giannis un peu s'améliorer à mi-distance, un peu s'améliorer à 3 points, parce que c'est ça qui fera la diff sur une série de playoffs où tu as une superstar en face qui peut faire ces choses. Donc je l'avais prévu que les Bucks iraient loin en playoffs. Ça change pas. Maintenant, je commence à me dire, ils pourraient détrôner les grands à l'Est. Et pour continuer, deuxième surprise, deuxième mea culpa, on va à Los Angeles et on va parler des Clippers. On parle pas souvent des Clippers. Je tiens à vous remontrer ce que j'avais dit avec Eddie dans la vidéo, ce que je pense de ton équipe NBA. Clippers et surtout les fans des Clippers, bonne chance. LeBron James qui arrive à Los Angeles, ça vous remet sous le tapis. On va plus entendre parler de vous dans tous les médias. Bon courage, vous allez vous faire sortir en playoff si vous les atteignez. Du coup, j'avais pas entièrement tort. Les Celtics sont premiers aujourd'hui à l'ouest et on ne parle pas autant d'eux qu'on devrait. Les Clippers, ils me surprennent sur leur performance et ils me surprennent sur la manière d'arriver à toutes ces victoires. Bon, ils ont joué un calendrier relativement facile et ça va devenir un peu plus difficile sur les prochaines semaines, donc on pourrait les voir un petit peu plus galérer. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé. Imaginons tu oublies cette équipe, tu sais pas qui c'est, tu fermes les yeux, on te dit que le meilleur joueur c'est Tobias Harris, qui n'est pas une superstar et selon la liste de joueurs, il sera peut-être pas un All-Star. Cette même équipe est 27e en NBA en tir à 3 points tenté, 22e au rebond offensif, donc ils shootent pas beaucoup de 3 points, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de longs rebonds, mais ils sont parmi les moins bons en rebond offensif. Les deux sont censés tirer l'un vers le haut, l'autre vers le bas, tu vois ce que je veux dire. Et en plus de ça, ils sont 21e en nombre de passes décisives par match en NBA. En écoutant tous ces paramètres, j'ai l'impression que c'est une équipe qui va pas aller loin. Sauf que les Clippers, ils gagnent. Et ils gagnent parce qu'ils ont un paquet de bons joueurs. Ils ont absolument pas le même problème que les Rockets. Ils ont 4 joueurs qui peuvent inscrire plus de 16 points à chaque match. Et ce qui me fait le plus kiffer, c'est qu'ils ont un paquet d'autres joueurs que tu aimerais avoir dans ton équipe. Vous voyez de quoi je parle quand je vous parle d'un joueur qui pourrait s'intégrer dans un paquet de différents systèmes?
Lou Williams, Boban, Marcin Gortat, Montrezl Harrell, Avery Bradley, Patrick Beverley. C'est un paquet de joueurs qui peuvent rentrer dans n'importe quelle équipe et t'aider. Sur cette liste de joueurs, demande à LeBron James combien il aimerait en avoir. Et même pas si je vous ai parlé de Boban. Il shoot le plus de lancers francs de toute la NBA et ça aide d'avoir des points gratuits, surtout quand t'es dans le top 5 des pourcentages au shoot au lancer franc. Mon joueur préféré dans cet effectif, c'est Montrezl Harrell parce que 24 ans, 16,5 points par match à 65% au tir et il coûte 6 millions par an. C'est pas la même chose que Tobias Harris à partir de l'an prochain. Tobias Harris, l'an prochain, il va re-signer et il va prendre un paquet de sous. Et je pense pas que les Clippers vont le re-signer. Ce qui est vraiment intéressant avec les Clippers, c'est qu'ils vont sûrement pas re-signer Tobias Harris et ils vont avoir un paquet de sous l'an prochain pour la free agency. Alors les Clippers, c'est jamais l'équipe qui attire le plus d'agents libres, mais ils sont en train de montrer qu'ils ont une équipe complète, prête à gagner, qui n'attend que une superstar dans cette équipe. Kawhi, KD, Kyrie... Oui, de quoi je parle? J'adore faire ce mouvement. Pour une troisième équipe qui me surprend cette année, on va parler rapidement des Memphis Grizzlies et d'un joueur en particulier. D'abord on parle de Marc Gasol, le dinosaure, qui est quand même dans la course au meilleur joueur défensif de l'année après ce début de saison. Il a 1,4 blocs par match, 1,6 ballons interceptés par match. C'est pas ouf ces deux stats, mais il y a que deux autres joueurs qui ont ces stats en NBA. Anthony Davis et Robert Covington. J'ai bientôt fini. Dis bonjour à Patrice, le mari de Marie-Claude. Bonjour Patrice, Samy, enchanté. Du coup. Montre-nous une connerie, t'as pas une connerie à nous montrer? Tu veux? Plus de ça, offensivement, Marc Gasol, c'est 47% au tir, 41% à 3 points sur 18 points par match. Mais la star du show à Memphis, mais c'est pas vraiment un show, parce que vous savez qu'à Memphis, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde le basket à Memphis. Les gens de Memphis, ils regardent le basket de Memphis, mais les gens dehors de Memphis, ils regardent pas le basket qui se passe à Memphis. Star de ce show, c'est Jaren Jackson Jr. En tout cas pour moi. Parce qu'à 19 ans, le bonhomme, sur les 5 dernières performances, si je vous enlève la performance contre les Toronto Raptors, parce que c'était pas non plus une performance ouf, il faut le dire, donc je la mets de côté, parce que quand t'es analyste sportif, c'est ce que tu fais, tu mets de côté les stats que t'aimes pas, et ensuite tu donnes les stats que t'aimes bien. Je vous donne mes petits tips si vous voulez vous lancer. Face aux 76ers, 17 points, 50% au tir et 3 blocs. Face aux Nets, 36 points, 60% au tir et 8 rebonds, parce que ça fait plaisir. Face aux Knicks, 16 points, 100% au tir, 100% à 3 points, 6 rebonds et 7 blocs. Et face aux Clippers, 20 points, 53% au tir, 7 rebonds et 3 blocs. Ça fait 4 matchs, pas 5, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup ce rookie. Si je devrais refaire la draft aujourd'hui, je le prendrais juste en dessous de Luka Doncic. Je le prendrais au-dessus d'un Trae Young. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Je sais que c'est le truc qui, dans les commentaires, va vous faire un petit peu piffrer. Mais c'est pas grave, c'est mon avis. Vous avez votre petite mention spéciale pour Derrick Rose qui nous fait vraiment chaud au cœur, qui est en train de passer tous les obstacles que la vie a pu lui mettre sur son chemin et qui est en train de redevenir qui il devait être à presque 50% à 3 points. Derrick Rose est en train de réchauffer les cœurs de la NBA, je le dis une deuxième fois, c'est vraiment un kiff de le voir jouer comme ça. Minnesota, c'est vraiment intéressant de les regarder jouer maintenant que Jimmy Butler est parti. Il fonctionne bien à Philadelphie, c'est un trade gagnant-gagnant. Donc voilà, cette vidéo c'était les choses qui m'ont marqué après ce début de saison. Promis, j'essaierai d'être un petit peu plus collé à l'actu chaude pour vous faire des vidéos, mais j'ai pas forcément envie de vous faire des vidéos sur des choses qui dans 4 jours ça ne nous intéressera pas. La bagarre des Warriors, aujourd'hui on n'en parle plus. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les choses qui vous ont interpellé en ce début de saison. On continue cette saison NBA, les playoffs de NFL démarrent, restez connectés. Ah, je parle comme Léo Sartel. Allez le follow si vous le connaissez pas. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18 h pour plus de NFL, plus de NBA. Oublie pas de t'abonner et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!